Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric un message pour moi, Brandel, Judith Belair. Allez, bonjour à toutes et à tous. Alors, comment ça se porte dans le studio, Frédéric Brandel, aujourd'hui? Et dignement, Judith. Bonjour voilà, à sans tous. cigarette. C'est le moment de se réveiller. Je ne dis pas ça parce que François Bayrou vient de finir son allocution. Mais enfin, attention, si vous aimez le 8 mai soporifique, et le lundi de Pâques, vous allez être garni. Voilà, les vraies voix de l'été vous donnent rendez-vous chaque jour de 17h à 19h en direct sur Sud Radio pendant 2 heures. Politiciens, spécialistes et citoyens engagés débattent, analysent les faits d'actualité. Ici, toutes les opinions trouvent leur place, s'expriment sans retenue. Respect, échange et authenticité, c'est ça l'ADN du Parlons Vrai de Sud Radio. Judith et moi sommes fiers de vous présenter le sommaire du jour. Oh, c'est très littéraire aujourd'hui. Le grand débat à 17h30. Donald Trump a annoncé un important renforcement de l'aide militaire à Kiev via l'OTAN, incluant des acquisitions d'armes par plusieurs pays européens, accompagné d'un ultimatum de 50 jours adressé à Poutine. De son côté, l'Union européenne prépare un nouveau train de sanctions contre Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, je vais y arriver, a salué ces initiatives et réclamé un soutien renforcé pour la défense de son pays. Le conflit diplomatique et militaire s'intensifie dans un climat international de plus en plus tendu. Prenons le président américain au mot. Et si dans 50 jours, Poutine continue? Se mettra-t-il à dos toute la partie du monde qui commerce avec la Russie? Interviendra-t-il militairement? Nous rapprochons-nous finalement d'un conflit mondial? D'où notre question du jour. Sur le compte X de Sud Radio, réarmement massif de l'Ukraine par Trump. Est-ce une stratégie gagnante ou aggravante? Votez. Et puis notre coup de projecteur à 18h40 dans le cadre de la présentation du budget 2026, François Bayrou a alerté sur la gravité de l'endettement public, qualifiant la situation de malédiction qui n'a pas d'issue alors que la dette française dépasse désormais les 3 300 milliards d'euros. Le gouvernement vise une réduction du déficit public de 40 milliards d'euros pour atteindre cet objectif. Le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures d'austérité. Alors effectivement, il va supprimer a priori 1 ou 2 jours fériés, mais il y a aussi un effort de 5 milliards d'euros sur les dépenses de santé, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, la suppression d'agences jugées improductives et la création d'une société foncière pour mieux gérer le patrimoine de l'État. Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. On vient d'en prendre 30. Ah oui, puisque j'ai pris mon temps. Bon, le Premier ministre propose 2 plans d'action, stop à la dette et en avant la production. Il faudra se serrer la ceinture, nous aurons le droit à la fameuse année blanche. Alors, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Faut-il censurer François Bayrou? Vous donnez aussi votre avis au 0826 300 300 où la charmante Aude vous attend au standard de Sud Radio. Et puis nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Abel Bowie, le préféré de Frédéric Brandel. Non, ne dites pas ça, mais nous avons... Jalouse. Nous avons, Judith et moi, l'été, on va dire une immense écurie de talents. Écurie, carrément. Et nous avons décidé de sortir nos 2 Formule 1 ce soir. Donc vous avez cité Abel Bowie. C'est écurie et voiture. Oui, bien sûr. Alors Abel Bowie, je peux juste dire quand même qu'il est président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Et quelle association, Abel, hein. Bon, on en Aude, reparlera. Je pense que Frédéric Brandel vous aime beaucoup aussi, a priori. Non. J'ai juste eu le plaisir de commenter ses matchs quand elle était handballeuse et de commenter son action quand elle était députée. Je ne sais pas quand est-ce que j'étais le plus dithyrambique, mais il y a eu un moment. Mais sinon, vous vous appelez Aude Amadou aussi. C'est ça. Voilà. Accessoirement. Allez, 0826 300 300, on file au standard et on accueille notre auditeur du jour, Hervé, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Hervé. Oui, bonjour, j'espère que vous avez parlé d'écurie, j'espère que je suis un pur sang. Alors, vous êtes une GT Turbo Arbracam en tête avec postule arrière électrisée et je peux vous dire que je suis content de vous avoir. Moi, j'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Moi non plus, mais moi non plus. Hervé, vous voulez passer alors déjà, vous allez rester avec nous, hein. Le principe, c'est que vous restez avec nous pendant cette émission aujourd'hui. D'accord. Et vous voulez faire un gros coup de gueule même, hein, je crois, sur les interpellations lors des festivités en France. Bah oui, parce qu'on est quand même un peu fatigué, si vous voulez. Des attaques à répétition lors des fêtes nationales, notamment celle du 14 juillet, qui devrait cimenter plutôt la nation, mais manifestement, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le préfet de police de Paris, et manifestement, c'est-à-dire qu'une partie de la population qui ne se sent pas française, en définitive, c'est ça le problème. Il y a quand même 379 arrestations. Moi, j'ai pas l'impression, si vous voulez, alors je parle surtout des médias, mais des grands médias, notamment le service public, j'ai pas l'impression, si vous voulez, qu'ils prennent en compte, qu'ils répercutent. Alors c'est peut-être
peut-être par tactique, mais je pense qu'il faut quand même en parler, parce que les gens qui se sont mouillés il y a une dizaine d'années pour parler de ces problèmes-là, ils se sont fait jeter, quoi, voilà. Bon, où dans les Hauts-de-Seine vous habitez, Hervé ? À Antony. À Antony. Vous avez eu la possibilité d'aller à Paris voir le feu d'artifice, ou vous êtes resté par chez vous hier ? Non, je suis resté. Écoutez, non, franchement, j'aime pas trop tenter le diable. Donc voilà. Maintenant, du côté de chez moi, il y a Massy, et régulièrement, si vous voulez, il y a des bruits, des pétaratades, des mortiers que j'entends régulièrement, et bien sûr le 14 juillet. Donc je sais pas à quoi ça correspond, mais si j'y vais, je suppose qu'il y a des manifestations qui sont hostiles. C'est ça qui est terrible à dire, en définitive. Merci Hervé. Alors quelques chiffres, tiens, à Belleboï, il y a 540 personnes qui ont été interpellées depuis samedi, selon le porte-parole de la police nationale. Et on entend dans la bouche d'Hervé qu'il y a aussi une majorité de gens qui ne se sentent pas français. Donc il y a un vrai problème de transmission, en fait. Il y a un problème de transmission. À presque toutes les personnes qui sont auteurs de faits de délinquance sont des personnes qui ne se sentent pas françaises. Je ne suis pas sûr. On peut parler aussi de filles, de jeunes femmes qui ont été piquées à Versailles aussi lors de festivités. Il y a eu pas mal de choses. Donc, faut retravailler sur un projet de société. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiques n'ont pas le courage, bien entendu, par peur de choquer. Déjà, la question, c'est quand est-ce que l'on va enfin casser les ghettos ? Parce que si vous avez des populations qui s'accumulent aussi, c'est bien parce qu'il y a des ghettos qui ont été créés depuis les années 60, où on pensait que certaines personnes allaient repartir, elles sont restées, et on n'a pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir les aider. Il y en a qui parlent d'intégration, d'autres d'assimilation. Moi, je m'en fous des termes, quoi, mais à bien se sentir. Et vous avez une partie de la population, effectivement, qui est responsable de ces actes, parce qu'un délinquant doit payer pour ce qu'il ou elle a commis. Mais vous avez une partie de la population qui se comporte très bien, mais qui se pose toujours aussi la question, suis-je un Français ou une Française à part entière ou entièrement à part ? Et le politique n'a pas le courage de trancher dans ce domaine-là. C'est joliment dit. Entièrement à part, oui. Bah, ça c'est à Belleboï. Je vous avais dit, on sort une Formule 1. Alors, la deuxième. C'est votre préféré, on a compris. Non, arrêtez de dire ça. Aude Amadou, vous allez pas. Aude Amadou, on a évoqué effectivement ce symbole du 14 juillet, mais plus généralement, c'est pas tant la question de se sentir français parce que c'est la fête nationale. Quand le PSG gagne, c'est la même chose, quoi. Ah bah on a même espéré qu'ils perdent. Enfin, on en est quand même rendu là, c'est-à-dire que c'est vraiment... D'ailleurs, ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais vous avez vu le match, Judith ? Non, je suis au courant qu'ils ont pris 3-0, c'est tout ce que je sais. Voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment ce lien de fraternité qu'on est en train de perdre. Vraiment retravailler sur la fraternité. Après, je rejoins les propos d'Abel, mais moi, j'ai quand même une interrogation sur notre jeunesse et nos jeunesses, parce que moi, j'ai vu sur mon territoire des jeunes qui cassaient. Et Nantes, hein, c'est ça. À Nantes. Ouais. Et globalement, on peut pas dire que c'était, entre guillemets, des Noirs, des Arabes. C'était des jeunes. Et ils n'étaient pas stigmatisés ou stigmatisants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec cette transmission et cette jeunesse qui devient de plus en plus violente. Et c'est un vrai problème. Donc finalement, Hervé, quand on écoute nos deux vraies voix, on se rend compte que c'est pas forcément non plus toujours un problème de culture, d'origine culturelle, mais plutôt un problème de jeunesse, peut-être un peu désœuvrée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ils ont en partie raison. Bien sûr, moi, si vous voulez, je globalisais pas systématiquement. C'est vrai qu'il y a une partie de la délinquance, c'est vrai qu'il y a une partie des Français de souche européenne qui manifestement détestent la France, mais il n'empêche que vous avez quand même une grande partie aujourd'hui d'une population qui se trouve. Alors, je dirais pas dans les ghettos, parce que c'est pas vrai, ce sont pas. Il y a la délinquance des campagnes dont on parle très peu aussi. Hein. Oui, non, mais les ghettos, si vous voulez, en fait, c'est les quartiers ouvriers. Et c'est vrai que les populations pauvres étaient plutôt reléguées à l'extérieur, mais c'est pas ce qu'on appelle un ghetto. Donc il n'y a pas vraiment de ghetto. Et donc en fait c'est une partie des populations qui n'a pas les mêmes références et qui sont travaillées, alors il faut le dire quand même, par les islamistes pour développer plutôt leur culture traditionnelle, leur tradition, même moyenâgeuse, plutôt, si vous voulez, que de s'intégrer à la population française. Moi je le vois, et par exemple dans les banlieues, les populations donc entre guillemets étrangères bien que françaises ne s'intéressent pas par exemple à l'histoire de leur ville, ne sont pas intéressées par les festivités quand il y a des manifestations culturelles qui correspondent pas à ce qu'ils attendent en fait. Alors ça c'est un élément, oui Hervé, effectivement c'est un élément, mais quand par exemple Aude Amadou dit moi sur mon territoire à Nantes, bon on sait qu'il y a toute une frange un peu extrême gauche, sont un peu des révolutionnaires, voilà, donc il n'y a pas que ce phénomène, ce que dit
opposé à Abel. Voilà. Mais on est tout à fait d'accord, y compris dans l'éducation nationale. Il y a une partie, je sais pas, moi je n'y suis plus, mais une partie sans doute des professeurs d'histoire qui font peut-être pas très bien leur travail, j'en sais rien. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un problème plus global aujourd'hui sur notre jeunesse qui va moins chercher l'information aussi parce qu'elle est toute cuite dans leur téléphone. Oui, les réseaux sociaux, ça fait des dégâts. Et puis quand on parle, si vous me permettez 2 secondes, de la connaissance de l'histoire de France, je fais beaucoup de débats, notamment par rapport à mon livre Qu'est-ce qu'être français, et j'ai tous les phénotypes pour parler comme ça, et faut pas laisser entendre que non plus tous les Français blancs maîtrisent l'histoire de France. Ça c'est pas vraiment voilà. On est d'accord. Bon, écoutez, c'est un débat passionnant. On est d'accord, Hervé. Vous restez sympa, avec nous, Hervé. Oui, il reste avec nous, Hervé. Vous restez avec nous parce qu'il va se passer des trucs aujourd'hui. Votre prénom, ça s'écrit pas en 2 lettres, hein? Non. D'accord. Oh là là, mon Dieu. Ça y est, tout le monde a compris. Parlons vrai sur Sud Radio. Non, mais c'était pour détendre, c'est tout. Les vraies voix de l'été sont avec vous, chers auditrices, chers auditeurs. Si vous avez des trucs à dire, même des blagues un peu nulles, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite, ça va être les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 17h18 sur Sud Radio, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Félix. Bonjour, bonsoir Judith. 3 mots, budget, dermatose et porno. Suppression de 2 jours fériés, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3, gel des dépenses sociales. François Bayrou présente ses pistes pour économiser 43 800 millions d'euros l'année prochaine. 200 personnes manifestent en Savoie aux côtés d'un éleveur contre l'ordre d'abattage de son troupeau. Suite à un cas de dermatose nodulaire bovine, une maladie non transmissible aux humains. Et puis, énième épisode dans le bras de fer entre les sites porno et le gouvernement français. Finalement, le Conseil d'État rétablit la vérification d'âge obligatoire contre laquelle protestaient les plateformes. Les vraies voix Sud Radio. Chaque seconde qui passe, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. Voilà où nous en sommes. Une alerte signée François Bayrou à l'Assemblée nationale. Le pronostic vital de la France est engagé, a même ajouté le Premier ministre. Avant les remèdes, il a donc commencé par le constat. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. 114% du produit national de chaque année. Si vous êtes obligé d'emprunter non pas pour investir, pour une maison ou pour un équipement, mais pour payer les dépenses de tous les jours. Et que tous les mois, votre mensualité augmente. Mois après mois, vous vous asphyxiez et ça s'appelle le surendettement. C'est une malédiction pour les familles, pour les entreprises et pour un pays, c'est la même chose. Être obligé d'emprunter tous les mois pour payer les retraites ou payer les salaires des fonctionnaires, c'est une malédiction qui n'a pas d'issue. 43 800 millions d'euros d'économies en 2026, annonce le Premier ministre. C'est un objectif en tout cas. Les dépenses de l'État seront gelées l'année prochaine au niveau de 2025. Dépenses gelées hors défense et charges de la dette, précise tout de même François Bayrou, avec aussi donc la piste d'un gel du barème des impôts, des prestations sociales et des retraites, afin de limiter la progression des dépenses et tout maintenir au même niveau sans indexer finalement sur l'inflation. Il propose aussi le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3, la suppression de 2 jours fériés. Il a cité par exemple le lundi de Pâques ou le 8 mai, c'est une idée, mais le Premier ministre se dit ouvert à toute contre-proposition. François Bayrou qui évoque aussi une contribution de solidarité pour les plus fortunés, une suppression de l'exemption fiscale pour frais professionnels dont bénéficient les retraités. C'est quelque chose qui avait été dénoncé comme paradoxal. Le chef du gouvernement annonce aussi un projet de loi à l'automne contre les fraudes sociales et fiscales. Voilà parmi les très nombreuses mesures égrenées depuis tout à l'heure par François Bayrou. Et on va reparler de tout ça bien évidemment lors de notre coup de projecteur. Ouais. Voilà, à 18h40, on va pouvoir tout détailler. Votre deuxième mot, Félix, dermatose, avec cette manifestation en Savoie aux côtés d'un éleveur. Un éleveur bovin de 28 ans d'Entrelac en Savoie. Il refuse depuis plusieurs jours l'euthanasie de ses 180 vaches à cause d'un cas parmi elles de dermatose nodulaire bovine, une maladie non transmissible aux humains. 200 manifestants se sont rassemblés en tout cas contre cet ordre d'abattage de son troupeau. Parmi eux, Christian Convert, coprésident de la coordination rurale en Savoie, dénonce une mesure disproportionnée. On est sur un bâtiment où dès le premier jour,
l'éleveur habite toutes ses bêtes dans le bâtiment, donc le bâtiment est confiné. Il n'y a rien à plus de 100 mètres aux alentours, donc il n'y a aucune contamination possible à l'extérieur. Il n'y a aucune contamination direction l'humain, donc pourquoi s'acharner à vouloir dire on va tuer tout le troupeau parce qu'il a eu un animal et par conscience, c'est lui-même qui a fait euthanasier cet animal parce qu'il justement, il voulait pas prendre de risque. Donc l'éleveur, vraiment par conscience, il fait ça. Parce qu'il a fait ça et qu'il a tout déclaré, le règlement dit, vous avez une bête touchée, on tue tout le cheptel. Ça ne passera pas, parce que de toute façon, c'est pas possible de reconstituer un élevage comme ça. Donc si les bêtes s'en vont, l'éleveur, c'est terminé. Christian Convert, coprésident de la coordination rurale en Savoie, au micro de Laurie Leclerc dans le Grand Matin Sud Radio. Finalement, il craint qu'à l'avenir, ça ne dissuade les éleveurs de se manifester s'ils ont même un seul cap dans leur troupeau. Troisième mot, Félix, porno. Le Conseil d'État rétablit finalement la vérification d'âge obligatoire. Nouvel épisode, oui, de ce feuilleton, ce bras de fer entre la France et les sites porno du type Pornhub, YouPorn et compagnie. Vous avez osé. Là, par exemple, pour info, ça c'était le jingle c'était le jingle de Pornhub. Je le dis, même si certains d'entre vous peut-être le savaient déjà. Non. Pourtant, vous avez rigolé très vite. Vous aviez l'air de le savoir. Je dis ça. Parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il va nous faire écouter sur le porno quand même. Le jingle, juste. Ces sites porno s'étaient mis hors ligne en France pour protester contre la vérification d'âge obligatoire. Alors, grosso modo, ces sites craignaient que l'obligation de décliner un peu tout son état civil refroidisse un peu les utilisateurs au moment de consulter les contenus. Une première décision en référé avait conduit à l'annulation de cette mesure. Finalement, le Conseil d'État juge qu'il n'y avait pas urgence à annuler en référé cette mesure. Le feuilleton peut donc continuer. YouPorn et Pornhub face au mur. Les manœuvres juridiques pour ne pas protéger les enfants ne fonctionnent pas. C'est ce qu'a déclaré ça sur X la ministre chargée du numérique, Clara Chapas, qui est très engagée sur la question. Alors, très difficile de faire réagir nos vraies voix puisqu'aucun des deux ne va sur les sites porno, mais quand même, je suis obligé de me demander votre avis. Abel Boilly, c'est heureux cette vérification. Finalement, on se demande pourquoi ça a tergiversé. Mais quelle hypocrisie. On se demande, les personnes qui sont à la tête de ces décisions, à quel point elles sont larguées. Un môme qui a 12 ans, s'il voit qu'il est obligé de décliner son identité, il va passer par un VPN, par un serveur à l'étranger, et il aura accès au site. Et ça, les tout jeunes, le monde quand sait ils faire. entendent ça, ils rigolent. On perd du temps, c'est du n'importe quoi. D'accord. Non, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour prouver VPN son âge? Non, mais c'est moi, la question, c'est ça. C'est-à-dire, comment on fait? On va pas mettre, tiens, Audamadou, vous mettriez votre carte d'identité, vous, si vous allez voir un site porno? Non plus. Si jamais vous y alliez. Vous scanneriez votre visage à l'entraînement. Oui, alors il y a ça. Il y a l'histoire de la reconnaissance faciale que vous disiez, Frédéric. Moi, j'ai mené une enquête journalistique, puisque je suis journaliste professionnel. J'ai été obligé de tester pour notre enquête. On va vous révéler évidemment dans le journal, bien sûr. Et en fait, c'est une reconnaissance faciale. Donc, je n'ai pas eu de souci, moi, à avoir accès. Et tout de suite, j'ai coupé, évidemment. Mais moi, j'ai pas envie qu'on reconnaisse mon visage si jamais je décide d'aller faire un tour là-bas. Alors, je vous ai vu. Alors, c'était chatroulette dans ce cas-là. Je suis désolé, Abel, vous étiez tellement sérieux et puis on a tout mais il faut, mais c'est tellement ridicule. Reconnaissance faciale, franchement. Comment vous y croyez, vous? Mais non, j'y crois pas. Et puis vous avez des mômes à 16 ans, ils ont des têtes de 25 ans comme il faut, donc ça veut rien dire du tout. Et je vous dis, les jeunes passent par des VPN. Les VPN, c'est même pas interdit par la loi, et ils passent par des serveurs à l'étranger pour avoir accès à tous les sites imaginables. Donc ça fait rire les jeunes, tout ça. Ceux qui savaient pas qu'il y avait des VPN pour faire ça, maintenant ils le savent. C'est connu, il y a des pubs partout sur les VPN pour avoir accès même à Amazon version américaine, Netflix version japonaise par exemple. Tous les youtubeurs font des pubs pour des VPN en fait. D'accord. Et même vous saviez, Aude? Non. Même sur vos Play Store. Ah oui, mais c'est pas même sur les Play Store, vous pouvez télécharger des VPN et après vous êtes tranquille. Bon, alors c'est quoi la solution? De VPN? Non, mais détox, c'est-à-dire qu'en fait, le vrai fléau, c'est effectivement le porno, mais ce fléau, c'est cette déconnexion. C'est cette déconnexion par rapport à tout ce qui afflue des réseaux sociaux. Voilà, il n'y a plus de vie en fait du voyeurisme. Toute la vie, elle se passe et c'est une fausse vie en fait que chacun s'invente sur son téléphone. Donc moi, je suis plutôt en même temps en phase de détox. Je vis très bien. Mais du moment que c'est pas de la détox de porno, tout va bien.
Merci beaucoup. Merci pour cette conclusion. Judith, après ça, je crois qu'on peut conclure l'émission. Voilà, au revoir. Bon, allez, Merci, dans un Félix. instant, c'est votre grand débat du jour. Merci Félix. Donald Trump a annoncé un renforcement significatif de l'aide militaire à Kiev via l'OTAN avec des achats d'armes par plusieurs pays européens. Et puis il a lancé un ultimatum de 50 jours à Poutine. L'Union européenne prépare un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, tandis que le président ukrainien Zelensky appelle à un soutien accru pour la défense de son pays. Je suis déçu du président Poutine car je pensais que nous aurions un accord il y a 2 mois, mais ça ne semble pas se concrétiser. En une phrase, le président américain a sonné la fin de la récré. Mais quelle surveillance générale Trump est-il vraiment? L'avenir de la paix en dépend. La question sur le compte X sur Sud Radio, vous y répondez, je donne très rapidement la tendance. La question est la suivante. Réarmement massif de l'Ukraine par Trump, est-ce une stratégie gagnante ou aggravante? On attend votre point de vue. Et vous pouvez nous appeler évidemment au 0826 300 300. Pour en parler, nous sommes avec Jean de Glignasti, qui est ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Bonsoir Jean, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une question très simple, réponse courte. Cet ultimatum de Trump, dans sa globalité, est-ce qu'il peut vraiment changer l'issue, Jean? Non. Changer, en tout cas, ça n'influe pas sur l'issue. L'issue, c'est la guerre du côté de Poutine et la résistance du côté de l'Ukraine. Bien, eh bien merci pour cette réponse claire et concise. Vous restez avec nous Jean, puisque c'est notre grand débat à 17h30 dans un instant. Et vous aussi, chers auditrices, chers auditeurs, restez là, ça va être passionnant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Cette émission, orchestrée notamment par 2 vraies voix qui sont considérées comme les meilleures de leur génération. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, et donc d'une autre génération, et la meilleure de sa génération, Aude Amadou, ancienne sportive de haut niveau et ancienne parlementaire. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Donald Trump a annoncé un renforcement important de l'aide militaire à Kiev via l'OTAN, impliquant notamment des achats d'armes par plusieurs pays européens, tout en lançant un ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Parallèlement, l'Union européenne prépare un nouveau paquet de sanctions visant à accroître la pression économique sur Moscou. Le président ukrainien Zelensky a salué ces mesures et a appelé la communauté internationale à intensifier son soutien pour renforcer la défense de son pays. Ce durcissement des positions marque une escalade dans le bras de fer diplomatique et militaire dans un contexte mondial de tensions croissantes et d'incertitudes géopolitiques majeures. Trump promet donc des livraisons d'armes, des droits de douane augmentés, des sanctions diplomatiques. Et après, que se passera-t-il dans 50 jours? L'avenir de la paix tient de plus en plus à un fil. La question sur le compte X de Sud Radio, réarmement massif de l'Ukraine par Trump, est une stratégie gagnante ou aggravante? Vous dites aggravante à 84%. Ah, c'est assez clair. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, évidemment au standard de Sud Radio, pour parler vrai avec nous. Nous sommes avec Jean de Glignasti, qui est ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Alors Jean, vous avez commencé à nous dire en fait tout à l'heure que l'ultimatum en question de Trump, dans sa globalité, ne changera pas l'issue du conflit. Ne changera pas l'issue du conflit. D'abord parce que c'est un service qui est rendu à la Russie, cet ultimatum de 50 jours. Je prendrai des sanctions, retenez-moi, sinon ça va barder, mais en fait, il ne fait rien. D'ailleurs, les Ukrainiens ne s'y trompent pas, qui sont consternés en dehors de du coup de chapeau que Zelensky s'est senti obligé de donner. Par ailleurs, réarmement massif, le mot que vous avez utilisé, il est un petit peu excessif parce que d'une part, des patriotes, il n'y en a pas. Peut-être on va en trouver 1 ou 2. Et puis, de toute façon, c'est l'Europe qui paye. Donc, c'est une bonne affaire pour le business américain. Et ça ne sera pas là avant 50 jours de toute façon. Il n'y a aucune autre livraison d'armes qui est prévue. Donc, les Ukrainiens sont face à l'offensive russe. Et les Russes, en fait, Trump leur a donné 50 jours pour réussir.
Russie rate, alors là, après, c'est autre chose. Alors, Jean de Glignasti, on va faire le tour de table avec nos vraies voix. Aude Amadou, service rendu à la Russie. Bon, il n'y va pas par quatre chemins, Jean de Glignasti, et évidemment, son expertise nous éclaire. Mais vous le voyez aussi sombrement que ça? Ah, mais moi, je suis complètement dans cette lignée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, les 50 jours n'ont pas de sens et que je te laisse du temps. Alors, j'aimerais bien avoir confirmation de Jean. Il s'agit bien d'armes défensives, hein, pas offensives. Exactement. Voilà. Pour l'instant, c'est des patriotes, même s'ils envisagent de livrer des armes sol-sol à longue portée. Mais bon, on n'est pas dans la défense par l'attaque. Voilà, quoi, donc en fait, c'est de l'hypocrisie à la Trump. Et dans tous les cas, on sait même pas. Il est imprévisible. On ne sait pas ce que ça va donner. On peut avoir plusieurs scénarios, mais moi, je rejoins celui de Jean. Alors, Abel Bowie, quand même, les attaques russes, elles se sont intensifiées au 9 juillet 2025. Donc, il y avait 728 drones et 13 missiles qui ont été tirés, selon l'armée ukrainienne. C'est la plus grande attaque de drones et de missiles de la Russie depuis le début de la guerre. On a effectivement l'impression que c'est un peu mou comme réponse de la part du président Trump. Oui, mais c'est très mou, mais surtout, comme vient de le dire Aude, Trump, il est très imprévisible. Il y a quelques mois, c'était Zelensky qui n'avait pas les cartes en main et qui était l'imbécile de l'histoire. Maintenant, c'est le grand ami qu'il faut armer, soi-disant, pour attaquer Poutine. Mais en fait, Trump, il est tellement bizarre dans sa manière de parler. Il réagit en fonction de comment il estime que vous lui donnez du respect ou pas. C'est tout. Il y a quelques semaines, il était au téléphone avec Poutine et il disait, ouais, on a eu le meilleur coup de fil qui est possible d'avoir sur Terre et compagnie. Et aujourd'hui, il veut aider Zelensky. Mais dans 50 jours, quelle sera la position de Trump si, entre-temps, il a Vladimir Poutine au téléphone et qu'il estime avoir eu le respect qu'il souhaite avoir? Donc on ne sait pas vers quoi ça va aller. Mais qui va trinquer? Ce sont les populations, ce sont les civils. Il y a cette citation de Paul Valéry que j'aime beaucoup qui dit que la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Et là, on est exactement dans ça, malheureusement. Oui, ça c'est assez fort aussi. Bravo pour la citation. Jean de Glignasti. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai bien compris, mais de toute façon, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Donc, les coups de Trump, ok. Mais, quoique. Mais quand même, Jean de Glignasti, est-ce que ça n'a pas le mérite d'exister? Parce que s'il n'y a pas Trump là, qui est-ce qui met la pression aujourd'hui sur Poutine dans le monde? Personne. Moi, je dirais, pour mettre la pression, tout le monde est prêt à mettre la pression sur la Russie. En revanche, qu'y a-t-il pour négocier avec la Russie? Personne. Ça, c'est la juste. Russie elle-même, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort diplomatique à part Trump. Pour le reste, Trump refuse d'armer trop l'Ukraine. Il tergiverse avec Poutine, mais c'est le seul qui négocie. Les autres, c'est le 18e paquet de sanctions, enfin le 17e. C'est l'idée, la menace de mettre des droits de douane, etc. Donc, en fait, la pression, elle est là. Le problème, c'est que du côté russe, le problème ukrainien est existentiel, comme on dit, et ils ne céderont pas à la pression. Donc, il y a un moment, il faudra négocier. Alors, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit que le Kremlin a dit avoir besoin de temps pour répondre aux déclarations très sérieuses de Trump. Bon, c'est aussi une réponse un peu molle, j'ai envie de dire ça, Aude Amadou. Non, ils sont pas très inquiets. Une réponse russe. Ils sont pas du tout inquiets puisqu'il me semble que ce matin la bourse russe n'a même pas bougé. Donc il y a elle a augmenté même. Elle a augmenté. Ouais, bon, comme quoi. Il y a des parieurs. Donc pour le coup, mais c'est ce souci de crédibilité de Trump. Ouais. C'est-à-dire que on le croit pas. Un jour c'est vrai, un jour c'est faux, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Par contre, ce qui est vrai et qui est pas vrai que pour Trump, et moi je reviens à ce qu'a dit Jean, c'est business is business aux États-Unis. C'est-à-dire que au moins dans ce réarmement massif, on y voit quand même la relance de l'industrie américaine. Ouais, enfin, il souligne que ça coûtera pas un centime aux USA. Enfin, quand même, justement. Dans ce que Judith, vous venez de dire, Judith, là, sur la réaction effectivement en demi-teinte côté moscovite, mais ce n'est pas une réaction de personnes en conflit. C'est comme si les Russes prenaient acte de ce que disait Trump dans une volonté de dialogue. Vous le sentez comme ça, Abel Bowie? Oui, non, mais, quand même. Mais aussi, Vladimir Poutine, il ne réfléchit pas à l'occidental, en fait. Et je pense que l'erreur qu'on ait beaucoup à faire quand on analyse sa manière de penser,
Vladimir Poutine, il sera toujours gentil avec vous, en fait. Lui, son objectif, c'est reformer la grande URSS, reformer l'histoire des tsars, et il va discuter avec tout le monde, en réalité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, demain, dans une semaine, Trump peut dire « j'ai eu Vladimir Poutine, il est OK », et dans 2 semaines, il dira encore « Vladimir Poutine s'est moqué de moi ». Lui, il a fait une fixette sur l'Ukraine, et il continuera, il ne lâchera pas l'affaire, et tout ce qui est annoncé, tant qu'il n'y a pas de courage politique réel vis-à-vis de la Russie, avec des actions vraiment fortes et fermes, ça ne fera rien du tout, et ça ne fera qu'empirer la situation de par sa longueur qui ne cesse de s'étirer pour les civils, malheureusement. 0826 300 300, vous savez que vous pouvez répondre et réagir à ce que vous entendez sur l'antenne de Sud Radio. Nous sommes avec Hervé, notre auditeur fil rouge du jour. Hervé, vous êtes avec nous ? Oui, oui. Alors, comment vous avez envie de réagir à ce que vous entendez, justement, écoutez, Hervé ? moi, je suis très mitigé sur ce que j'entends. Alors, je suis assez d'accord avec l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur, tout à fait d'accord. D'autre part, moi, je vois dans les intervenants que les intervenants sont, moi, je dirais anti-Trump au primaire, c'est-à-dire que vous prenez au pied de la lettre ce que dit Trump, mais il donne le change aussi quand il dit « j'ai eu un excellent entretien avec Poutine », bien évidemment. Faut pas le prendre au premier degré. Faut vraiment faire de la géopolitique et puis se dégager des accointances partisanes, parce que sinon on ne comprend rien. Moi, je crois pas trop, si vous voulez, à cette guerre du côté des Européens. Ils se donnent une bonne conscience en disant nous allons aller, ce que dit le ministre des Affaires étrangères dernièrement, on va aller à Kiev, etc. pour soutenir. Bah oui, il soutient moralement, c'est très important psychologiquement, mais bon, ça ne suffit pas pour faire la guerre. Et donc moi, j'ai pas l'impression que le conflit va finir de sitôt. Il s'éternise. J'ai pas l'impression non plus, si vous voulez, que les Russes sont si puissants que ça. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que tout ce qu'on dit sur la Russie de Poutine, c'est pour donner le change, notamment en France, notamment Emmanuel Macron, qui se donne comme ça l'impression d'exister. Alors, Hervé, on note la petite pique pour nos 2 vraies voix, et je suis plutôt content, parce que jusqu'à présent, je leur avais ciré les chaussures, et là, c'est bien, vous les avez surtout fait que j'ai pas vu la réatterrir. différence avec ce qu'on a dit, surtout. Hein. Non, mais quand même, alors, je ne suis pas pro-Trump, et puis de toute façon, c'est pas mon rôle de prendre position, mais quand même, j'essaye de me faire l'avocat du diable, et je reviens à ce qu'on disait, et je vous repose la question d'une certaine manière. Jean de Glignasti, c'est quoi finalement la meilleure des stratégies pour faire infléchir Poutine? Et en ce sens, il y a toutes les questions qu'Hervé évoquait, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont si puissants que ça? Est-ce que finalement, s'il y a quelqu'un qui décide de faire à la Russie ce qui a été fait à l'Iran, l'histoire est pliée? Qu'en pensez-vous? Eh ben, je crois qu'on ne peut pas faire fléchir Poutine parce que la question ukrainienne pour les Russes est irrationnelle et émotionnelle. Obama, quand il est parti, il avait dans son testament politique, il avait dit faites attention, pour les Russes c'est existentiel alors que pour nous ça n'est qu'un intérêt momentané. Et donc il faudra éviter l'escalade parce que dans l'escalade les Russes seront toujours un cran en avant. Donc je ne pense pas, dans la réalité, chaque fois qu'on a proposé une négociation, là, pour des raisons X ou Y, elle a échoué, et la suivante a été pire pour l'Ukraine. Donc en fait, c'est ce que pense Trump. Trump pense que le plus tôt il aura négocié, le mieux s'en sortira, l'Ukraine s'en sortira. Mais alors, c'est à l'ancien ambassadeur que je pose la question. Vous avez donc une connaissance parfaite de la virus. Est-ce que cet attachement à l'Ukraine, il est spécifique aux nostalgiques de l'URSS, dont le porte-drapeau est Poutine, ou est-ce que c'est le russe, monsieur tout le monde? On n'a pas fait le deuil de l'URSS à la fin des années 80, enfin début 90? C'est difficile à dire parce que vous savez qu'à peu près un tiers des Russes ont des attaches ukrainiennes et l'inverse est vrai. Donc il y a vraiment un vrai mélange des deux peuples, mélange ethnique, culturel, civilisationnel. En plus, effectivement, dans l'histoire russe, toutes ces villes ont été créées par les empereurs de Russie.
Kherson, Odessa, Dnipropetrovsk, ça s'appelait Katerinoslav, Bakhmut. Tout ça, c'est des villes russes en fait au départ, de l'Empire russe. Donc, mais en même temps, je pense que les Russes, c'est mon avis, mais c'est très difficile à le vérifier par des sondages. Je pense que les Russes, dans le fond de leur cœur, ils pensent que cette guerre est une erreur et qu'il ne fallait pas taper sur les frères ukrainiens. Et donc, je pense que sur le fond, ils désapprouvent. Maintenant, ils sont patriotes et ils ne veulent pas que leur pays perde. Pour rebondir sur ce que vous dites, Jean, d'ailleurs, Abel, il y a la Russie qui dit attendre toujours des propositions de la partie ukrainienne en vue d'un 3e cycle de négociations. Donc ça, c'est une des petites sorties aussi. Oui, mais quand Poutine dit attendre des propositions, c'est des propositions qui vont dans le sens de la Russie, bien entendu, à partir du moment où l'objectif est clairement annoncé dès le départ. Ce qu'il attend, c'est une capitulation de Zelensky, tout simplement. Vous pensez qu'il attend que ça, Audamado? Il attend que ça. Et de toute façon, il est tellement... Il est protégé de par la grandeur de son pays, c'est-à-dire qu'il est intouchable. Il est intouchable. On voit bien, on peut encore faire un énième package de sanctions. Enfin, moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui. Alors peut-être que Jean, il peut nous éclairer là-dessus, mais j'ai pas l'impression que les conséquences de ces sanctions, elles aient un réel impact sur l'économie russe, même si effectivement, ça commence à être un peu long pour eux. Mais alors, impact ou pas impact, Jean, les sanctions? Comme vous l'avez dit, ça commence à avoir des effets, mais la clé, c'est évidemment le prix du pétrole. Si le prix du pétrole est élevé et si la Russie parvient à continuer à le vendre, l'effort de guerre reste intact et les capacités militaires de la Russie restent au niveau de ce que souhaite Poutine. Si le marché du pétrole s'effondre et si les sanctions secondaires dont menace Lindsey Graham, vous savez, le député républicain sénateur qui vient de préparer un paquet de sanctions qui est pour l'instant bloqué par Trump, mais ces sanctions, elles prévoient des taxes considérables de douanières sur les produits des pays qui continuent à acheter des marchandises russes, c'est-à-dire du pétrole. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dissuasif, alors que l'Inde a multiplié par plus de 10 ses importations de pétrole russe, et que le pétrole, plus que le gaz d'ailleurs, est le cœur des devises que la Russie obtient pour soutenir son effort de guerre. Bon, alors, merci pour ces éclairages ô combien importants. On a, de l'avis même d'Hervé, notre auditeur fil rouge, 2 anti-Trump primaires, nos 2 vraies voix, Aude Amadou et Abel Boilly. Pour conclure, chacun, vous deux, Abel, on commence par vous. Est-ce qu'on ne peut pas espérer quand même dans l'action de Trump quelque chose qui fasse basculer un jour ce conflit ? Je ne pense pas, parce que Vladimir Poutine est un homme très têtu, ça peut être considéré comme une qualité ou un défaut, et lui, il est dans sa vision qui est vitale pour lui, c'est une sorte de réunification de l'URSS autant que faire se peut, et tant qu'il aura en ligne de mire l'Ukraine qui doit redevenir russe à 100%, parce qu'en plus Poutine, dans sa mentalité, se sent trahi aussi par l'OTAN, bien entendu, parce que vu qu'il y avait les discussions de l'éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une trahison, donc pour lui, tant qu'il reste dans cette position, rien ne bougera. Aude Amadou, vous persistez, Trump est inoffensif sur ce dossier ? Ah non, mais moi je parle à l'instant T. Il est tellement imprévisible, mais demain, imaginons que le prochain package de sanctions effectivement a vraiment ses effets. Je pense qu'il réfléchira à 2 fois. Jean l'a évoqué, on a posé la question sur le pétrole. Je pense qu'il faut arrêter d'être tendre, on a laissé faire. Moi j'y suis allé en Ukraine, juste au tout début de la guerre pour voir. On les a quand même laissé faire. Oui. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi reconnaître on est toujours un peu long à la détente. Donc là, aujourd'hui, on a laissé faire. Il y a encore effectivement une négociation, mais il y a quand même des bombes qui tombent sur Kiev, et ils sont encore attaqués, il y a encore des dommages collatéraux et surtout des dommages humains. Ouais. Merci beaucoup, merci Jean de Glignasti. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Il est 17h48 sur Sud Radio. Vous restez avec nous surtout parce que dans un instant, on fait le blind test. Hervé aussi reste là. Le quiz musical. Hervé a défié comme personne Abel Boilly et Aude Amadou et il revient sur le blind test. Hervé, faites-moi rêver. C'est le meilleur qui gagne. Et puis, si vous voulez... Non, mais moi, je ne veux pas vous faire rêver, je vais vous faire cauchemarder parce que ce que vous avez oublié dans l'explication, c'est l'alliance avec la Chine. On se refait un débat. On se refait un débat. On est là tout l'été. Allez, 0826 300 300 si vous voulez jouer avec nous. Vous nous appelez. Il y
a Aude. Est-ce que je peux faire ma une Et il y a le Venezuela. Chacun donne un voilà, pays. donc Aude vous attend au 0826 300 300 si vous avez envie de jouer avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 17h52 sur Sud Radio, on fait joujou et avec de la musique. On est toujours avec Hervé, notre auditeur, au 0826 300 300. Si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez faire comme Hervé et nous appeler. Et le thème de la journée, c'est les enfants. Oui. Alors, je vous ai choisi, vous savez, Judith à chaque fois me persécute, hein, oui, avec tes vieilles chansons françaises, tout ça. Donc on va avoir quelques chansons sur les enfants. Voilà. Et puis, je rappelle le principe. Donc, Hervé, vous affrontez directement et Aude et Abel. Le plus rapide de vous trois qui nous donne l'interprète de la chanson qu'on écoute marque un point. Il y a 9 extraits. Mathématiquement, on voit qui a gagné dès qu'on arrive. Hein. C'est comme les tirs au but au football, sauf que là, ils sont 3. Voilà. C'est le premier qui parle qui gagne. Voilà. Vous avez compris. Premier, c'est facile, hein, je préviens. Allez, c'est parti. C'est qui? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Premier extrait. C'est sûr que vous allez chercher du neuf? Pas Pierre Bachelet, non. C'est pas du neuf, ça. Hervé. Ça, c'est pas du neuf, ça, Abel. Ah, si. Ouais, je vois ça. Prendre un enfant par la main. Oh là là. Ah, c'est Yves Duteil. Faut pas hésiter à nous mettre un peu de refrain, Marie. Oui, mais... et sa tête. Ah. Je pense, Hervé, que vous avez dit Yves Duteil quand vous avez entendu. Il faut pas qu'elle regarde les réponses. Hein. Ah non, ça date pas. Mais j'ai un point de lunettes. Mais vous avez dit Yves Duteil, mais en attendant Aude, hein, en entendant Aude. Ah bah écoutez, faites comme vous voulez, je sais pas. Allez, je vous l'offre. Je vous l'offre parce que depuis le début, vous êtes magnifique, donc ça fait 1 point pour Hervé. Extrait numéro 2. Où est ton papa? Stromae. Quand même. Aude. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Allez, numéro 3. Papa, premier spectacle de ma vie. Vous êtes sûr que c'est du neuf, ça, Frédéric Brindel? Alors, on peut aller se coucher tout de suite ou pas? je chante pour Swanny. Vous dites qui, Hervé? Je t'ai pas dit. Non mais c'est pas une chanteuse assez âgée, non, aujourd'hui. Oui, si, effectivement. Elle est assez âgée, ouais. C'est pas neuf. Elle était avec Jean Ferrat, mais je me souviens vu le Non, elle n'était pas avec Jean Ferrat. Ah bon, d'accord, je me trompe. Annie Cordy? Non, ce n'est pas Annie Cordy. Ah non, Il y a un problème générationnel là. Sylvie Vartan. Ah ouais, c'est pas la plus connue quand même qui vient nous chercher. Voilà, d'accord. Sylvie Vartan, je chante pour Swanny. Wow. Si vous vouliez que des extraits faciles, si vous voulez que je me moque ici. de vous, vous avez réussi. Eh ben, il n'y a pas de souci. Moi, j'assume, c'est très très beau. Vous aimez bien quand je vous embête. Hein. Oui, j'adore ça en plus. Voilà. 4e extrait. C'est parti. Et tu vois le monde. Morane. Oui. D'accord. Elle est forte, Aude, hein? C'est mon moment. Morad, l'enfant des étoiles, qui est une chanson absolument magnifique. Tout ce que faisait Morane était magnifique de toute façon. Que quelqu'un me dise que ce n'est pas de la qualité, alors là, je l'étripe. J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était pas de la nouveauté, c'est tout. Oui, on est d'accord. Extrait suivant. Ah oui, Myriam. Oui, c'est pour vous, Hervé. C'est pour vous, Marie-Myriam. Ça aussi. Ma fille adore cette chanson. Voilà, et votre fille est jeune. Donc, voilà. Jeune, ouais. Donc, alors attention, ça fait 2 pour Aude, 2 pour Hervé. Le match est terrible. Abel, vous pouvez jouer. Oui. Je rappelle que votre femme est une chanteuse exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Qu'elle vous écoute sans doute et qu'elle est sur le point de passer un coup de fil. Je vais pas manger ce soir et tout. Allez, numéro 6. Je connais, mais je vois pas qui c'est. Ça va peut-être revenir, Hervé. Ça va peut-être revenir. Pas Vianney? Non, c'est pas Vianney. Je l'ai plus. C'est un groupe. Une fois. Non, je l'ai pas. Je l'ai sur Il le bout était de une fois? Non. C'est encore plus vieux, ça. Il était une fois. Vous voyez, je suis pas le plus ancien. Les Innocents. Ah, c'est ça. Ah là là, d'accord. Attention, tout est encore Moi, j'aurais possible. jamais trouvé, perso. Il reste 3 extraits. Tout est encore possible, y compris la victoire d'Abel. La remontada. Ouais, c'est parti. Abel, concentrez-vous. Maman. La tête d'Abel. J'attends même pas. Drapeau blanc. Oh, mais là, c'est pas net. Un fabuleux pianiste. Au timbre, ça pourrait être.
Ça non plus, c'est pas une nouveauté. Non, mais je l'ai, sa voix, mais ça revient pas. Je vois pas là du tout. C'est pas Michel Berger. Non. Bah non. C'est William Scheller. Il reste, pas facile, hein, il Frédéric reste Brandel, hein. 2 extraits. On sait qu'Abel n'a pas gagné. Bon, ça, la 8, vous allez la trouver. Abel. Voilà. En revanche, sur les 2 derniers extraits, le match entre Hervé et Aude va tenir toutes ses promesses. Allez, Abel, 1 point au moins. Goldman. Oh Quand même. Il faut pas jouer avec Aude, en fait. Hervé, il reste un extrait. Soit vous le trouvez, Hervé, vous égalisez. Soit c'est fichu et Aude gagne, quel que soit. Et vous pouvez jouer, Abel. Hein. Oui. Bon, après, pour une fois que je perds aussi, vous savez très bien, Philippe, que d'habitude. Moi, c'est Jean-Claude. Vous m'avez appelé Philippe. Oui, pourquoi je vous ai appelé Philippe? Parce que comme ça, c'est bien comme ça, on va arrêter de nous dire qu'on est amis, parce qu'en plus, vous ne connaissez même pas mon prénom. C'est le 9. Les poèmes de Michel, les enfants les airs. Ça, c'est ma génération, ça. Allez, Hervé, vous pouvez. Hervé, vous pouvez égaliser. Non, mais je vois pas là. Ah, non, bah non, vers 1 fois, 2 fois, 3 fois. Thierry Moïse. Je l'ai laissé. Non, mais je l'ai laissé exprès parce que j'avais perdu, mais je savais Abel, tout de suite. Abel a marqué un point. ouais. Victoire de Aude, 3. Hervé est 2e, 2. Abel est 3e, 1. Ouais. Quel match. Incroyable. Merci, Hervé, d'avoir joué avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Puis vous, les auditeurs, hein, si vous voulez faire comme Hervé, puis jouer avec nous, et puis trouver des titres, ou ne pas en trouver d'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Parce que normalement, c'est Philippe David à la place de Frédéric Brandel. Moi, j'ai jamais fait avec Philippe David, justement. Je sais pas, peut-être que vous avez eu une vision. Non. On se ressemble. Allez, l'info, c'est en continu sur Sud Radio, surtout dans les vraies voix de l'été. Hein, donc, les prochaines infos arrivent, et c'est juste après la pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Voilà. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Une sacrée soirée, comme aurait dit le poète Jean-Pierre Foucault, parce qu'il y a eu les déclarations de François Bayrou et il y a nos 2 vraies voix qui sont là aussi pour réagir. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Intéressez-vous à cette association, ses actions sont remarquables. Et puis Aude Amadou, ancienne sportive de haut niveau et ancienne parlementaire, ce qui ne veut pas dire que ses actions ne sont plus de qualité et importantes, elles continuent. Ah, quelle présentation, vraiment. Allez, 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir, coup de gueule, coup de cœur, ce que vous voulez. Parlons vrai, c'est votre radio Sud Radio. On file au répondeur. Bonjour, Gérard de Toulouse. 50 jours. Pourquoi donner des délais si longs à Poutine pour sa réponse que l'on sait d'avance négative? À se demander si Donald Trump veut que son ami russe ait le temps d'envahir toute l'Ukraine. Je vous remercie. C'est la voix de la raison. Oui, en réaction à notre débat. Voilà. Ouais. Aude Amadou, on peut rajouter ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un cadeau qui fait Trump en à quelque Poutine, sorte, quelque part. En quelque sorte, mais je suis pas sûr qu'il en ait vraiment conscience. Je sais pas de quoi il a vraiment conscience en fait. A priori du business, business is business. Abel Boilly, c'est business. Quoi. Exactement, et ce qui vient d'être exprimé, c'est juste de la logique, tout simplement. Allez, c'est votre parole qui fait la différence sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous pouvez faire entendre votre voix, nous appeler. Aude vous attend au standard, et puis vous pouvez aussi voter à nos questions, évidemment, sur le compte X de Sud Radio. Allez-y, Frédéric. Oui, c'est important parce qu'on a un petit peu modifié, l'actualité l'exige. Hein. Êtes-vous d'accord avec la suppression des 2 jours fériés annoncés par François Bayrou? Vous donnez votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Et puis vous choisissez votre jour aussi. Hein. Oui, on s'amusera à ça, on s'amusera. On dit rien, mais c'est tout à l'heure, à 18h40. Allez, vous restez avec nous dans un instant, c'est l'info en plus de notre cher Félix Mathieu. Puis on va parler réseaux sociaux et puis majorité numérique. Hein. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Et à 18h13, on ne parle pas des réseaux sociaux, on va parler de François Bayrou, Félix Mathieu, dans votre info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et François Bayrou a donc présenté ses pistes pour le budget 2026. Plus de 40 milliards d'euros d'économies, avec notamment, par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 parmi ceux qui partent à la retraite. Le Premier ministre, c'est l'une des pistes, en tout cas, qu'il a posées tout à l'heure sur la table. L'État va diminuer ses charges. Il va reprendre sa maîtrise de la masse salariale en réduisant de 3000 postes le nombre d'emplois publics dès 2026. Cet effort sera inscrit dans la durée.
Les administrations et les opérateurs devront repenser leurs moyens en anticipant dès à présent une règle que nous fixons pour les années qui viennent et qui sera une règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le secrétaire général de Force ouvrière Fonction publique, de FO Fonction publique. Bonsoir Christian Grolier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour une première réaction à chaud. Cette annonce qui rappelle un peu les années de Nicolas Sarkozy avec ce non-remplacement. C'était d'un fonctionnaire sur 2 à l'époque, un fonctionnaire sur 3 désormais, nous dit François Bayrou. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, d'abord, c'est une annonce scandaleuse parce que, d'abord, on ne peut pas comparer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à l'époque de Sarkozy avec le 1 sur 3 de Bayrou parce que une des conditions du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 sous Sarkozy, c'était que les économies, pour moitié, étaient reversées en termes de rémunération aux fonctionnaires. Là, c'est double peine, c'est-à-dire c'est un fonctionnaire sur 3 qui ne serait pas remplacé et en plus, il y a gel des salaires, gel des carrières, etc. Donc, c'est bien pire et surtout, ça pose la question, c'est comment on va faire pour faire les mêmes missions avec 3000 agents de moins, même si ce sont des départs à la retraite. Et surtout, c'est la terminologie employée par le Premier ministre. L'État va diminuer ses charges. Donc les fonctionnaires sont des charges. Ça, c'est proprement scandaleux, parce que quand on a besoin d'eux pour les attentats, pour les forces de police, pour les JO, pour la Covid, quand il faut des hôpitaux, les crises climatiques, on est bien content de trouver des fonctionnaires. Christian Grolier, il y a plusieurs choses dans tout cela, parce qu'il y a plusieurs types de fonctionnaires. Je pense qu'il y a l'unanimité qui est faite sur le régalien, la santé, etc., etc. Est-ce que, dans ce qu'on a tant décrié, la fonction territoriale, vous ne concevez pas, vous ne concédez pas l'idée qu'il y a peut-être un peu trop de communautés de communes, de choses et donc de fonctionnaires ? Alors, vous savez, comme vous dites, il faut savoir de quoi on parle. Parce que les fonctionnaires, ce sont ceux qui ont un statut. Et depuis 2019 et la loi du SOP, on recrute de moins en moins de fonctionnaires, on recrute des contractuels. Ouais. Donc, ils sont sur des contrats à durée déterminée, qui ne rentrent pas dans le calcul de la pension de l'État, qui sont au régime général comme des salariés de droit privé. Donc, ensuite, qu'il y ait plus de fonctionnaires territoriaux aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière. Oui, c'est un fait, on est passé à 2 millions à peu près de fonctionnaires territoriaux et contractuels. Mais c'est aussi le fait que l'État s'est déchargé depuis des années à travers des dizaines d'actes de décentralisation. Et quand on transfère les missions de la fonction publique de l'État à la fonction publique territoriale, de fait, on augmente le volume des effectifs dans cette fonction publique. Donc c'est pas anormal, si vous voulez, aujourd'hui, qu'il y ait plus de fonctionnaires territoriaux qu'avant, vu les transferts de missions. Et dans la fonction publique territoriale aujourd'hui, vous avez des recrutements effectivement faits par des collectivités, mais dans 9 cas sur 10, ce sont des recrutements de contractuels et en CDD. Mais Aude Amadou, finalement, on en parle souvent de la lourdeur administrative française et du fait qu'il y a trop de fonctionnaires et que ça coûte très cher. Donc c'est quand même une solution assez logique, j'ai envie de dire. Non, je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire, ça a été évoqué. C'est-à-dire qu'au plus vous décentralisez, au plus la mission, il faut les exécuter, donc il faut des nombres de fonctionnaires. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on a un millefeuille administratif, aucun pays au monde ne l'a. Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part, on a les régions, les départements, les agglomérations, les communautés. Enfin, il y a un moment, on pourrait peut-être faire un peu plus simple, au moins pour mutualiser. Et du coup, on pourrait faire ces économies attendues. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que on a entretenu, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, on l'a entretenu, ça, ce nombre de fonctionnaires qu'augmente, mais c'est les missions dédiées, en fait. Mais plus, entretenu, il est temps d'en sortir, du coup. Oui, mais d'arrêter de l'entretenir. Oui, mais le problème est pris à l'envers. Il faut rajouter qu'en plus, qu'à chaque étage de ce millefeuille administratif, vous avez des agences qui se greffent aussi, des agences de conseil ou autres, qui coûtent des dizaines de millions d'euros à l'État. Donc, il faut d'abord travailler la réorganisation de l'État, et la répartition du nombre de fonctionnaires viendra dans un deuxième temps. Mais là, c'est extrêmement brutal. Et je ne pense pas que le fruit qui en sortira sera bon in fine. Alors, Christian Grolier, ce que dit le Premier ministre aussi, alors ça c'est très le style François Bayrou, c'est-à-dire que nous sommes prêts à accepter d'autres idées. C'est un message qu'il envoie à la communauté des syndicats français. Vous prenez au mot ? Mais vous savez, ça fait 15 ans à peu près qu'on demande ce que disait votre dernier interlocuteur, qu'on ait un débat de fond sur quelle mission de service public. Parce que le service public est là pour répondre à une demande de l'intérêt général pour les usagers, d'abord.
Donc on me demande depuis des années qu'on se réunisse autour d'une table pour dire quelle mission de service public, après qui fait cette mission, que c'est la fonction publique de l'État, la territoriale, l'hospitalière, un opérateur, est-ce qu'elle est déléguée au secteur privé, puisque ça arrive pour certaines. Mais ce débat de fond, on ne l'a jamais, puisque la seule chose qui compte sans arrêt, c'est la réduction de la dépense publique. Et donc on est sur une variable d'ajustement qui est uniquement budgétaire, alors c'est ou moins de postes, ou moins de salaires, ou pas d'augmentation, ou les deux, dans l'occurrence. Mais on n'a jamais le débat de fond, parce que le débat de fond, il permettrait justement de regarder quels sont les véritables besoins et comment on organise le service public. S'il est prêt à l'organiser, oui. Vous savez, sous François Hollande, il avait été créé une instance qui s'appelait le Conseil national des services publics. Elle a marché pendant 18 mois, puis elle a été interrompue. Alors, elle existe toujours, mais elle n'est pas réunie. Et c'était une instance où on réunissait tous les employeurs publics, tous les syndicats, et on discutait sur le long terme. Parce qu'il y a une question qu'on pourrait poser tout simplement à François Bayrou, ce serait de savoir comment on peut demain anticiper les besoins et l'organisation du service public avec le développement de l'intelligence artificielle. Par exemple, c'est une vraie question. Pour le front office et les besoins des usagers. On n'a pas ce débat. On n'a pas ce débat parce que la seule chose qui compte, c'est mettre une pancarte sur le dos d'un fonctionnaire et dire c'est une dépense, il faut le réduire. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange, Christian Grelier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération générale des fonctionnaires chez Force ouvrière. Merci Félix Mathieu pour cette info en plus. Et on revient bien sûr tout à l'heure sur le sujet. Bien sûr. Petite touche. Allez-y Frédéric Brandel, parce que je vais m'étouffer là. Oui, à 18h40, on reviendra évidemment sur toutes les déclarations de François Bayrou, qui a tenu sa conférence de presse tout à l'heure à 16h. Et la question que nous vous posons, réagissez tout de suite. Êtes-vous d'accord avec la suppression de 2 jours fériés annoncés par François Bayrou? C'est sur le compte X de Sud Radio. Et puis, c'est au 0826 300 300. Aude, une autre Aude. On a 2 Audes aujourd'hui. Des Audes à la joie. C'est drôle. Exactement. Ça aussi, non? C'est super. Merci. On s'est tous marrés là. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Bon, moi je me suis étouffée entre temps. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Allez, 18h21, on fait un petit tour sur l'œil du Tour de France, puisque le Tour de France est en repos aujourd'hui, mais pas vous, Frédéric Brindel. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, je me disais, on n'a pas parlé du Tour de France. Eh bien, bien sûr, le Tour de France, jour de repos avec l'Irlandais Ben Healy qui porte le maillot jaune devant les 3 favoris qui se tiennent en moins d'1 minute, Pogačar, Vingegaard et Evenepoel. Le premier Français, Kevin Vauquelin, 6e, avec notre consultant Vincent Barthaud. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. On dit que c'était la journée que vous préfériez, vous, quand vous étiez coureur, la journée de repos. Écoutez, oui, on l'attend avec impatience, mais encore une fois... Il y en a qui aiment pas trop la journée de repos parce que le lendemain ça devient aussi dur. Là, heureusement, ça va être Toulouse avec une étape relativement facile entre guillemets. Mais une journée de repos, moi, j'ai toujours apprécié. Bon, oui, je vous taquine un petit peu. Mais alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'hier, l'arrivée était à Mont-d'Or, puis de Sancy. Donc, toute la caravane a été en direction de Toulouse. Là aussi, ça fait de gros trajets, Oui, il y avait un bon petit transfert à faire. Donc, la caravane, elle, comme elle arrive généralement assez bien avant du tour, elle part directement sur Toulouse. Mais c'est vrai que c'est encore des bonnes journées, surtout pour eux, parce que parce que le transfert était pratiquement de 4 heures, quelque chose comme ça, donc c'est pas évident. Vincent, je le disais, je rappelais succinctement le classement général, l'histoire du match à 3, on est d'accord avec, dans l'ordre, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel. Est-ce que ça peut être un autre podium à Paris que celui-là? Oui, moi je pense que le podium, ça sera pas celui-là, ça sera Pogačar, Vingegaard et Jorgensen pour moi. Parce que Evenepoel, à mon avis, est pas au top du top et il marche bien, mais je pense que Jorgensen va lui être supérieur. Alors tout dépendra comment il travaille pour Vingegaard. Mais c'est un mec qui nous a montré qu'il était capable d'être sur le podium du Tour. Mais l'Américain dont vous nous parlez beaucoup, effectivement, coéquipier de Jonas Vingegaard, qui semble avoir la plus grosse équipe, avec notamment le vainqueur d'étape d'hier, Simon Yates. Dernière question, côté français, le maillot blanc à pois rouge porté par Lenny Martinez, jusqu'à Paris, c'est possible ? Non. Non, là c'est triste. Oui, on aimerait bien, mais je pense qu'hier il a eu un petit peu l'occasion d'aller prendre des points, mais Ben Healy est lui pris par le maillot jaune. Et une fois que Ben Healy va perdre malheureusement ce maillot jaune, il va se reconcentrer sur le maillot à pois. Et je pense que ça sera fatal au petit Martinez. Bon, Vincent, vous savez ce qu'on fait? On prend les paris devant les auditeurs de Sud Radio. Vous dites Martinez ne sera pas blanc pois rouge, comme son grand-père l'a été en 78 sur le... Combien le pari?
On fait un repas avec Vincent, voilà. On est comme ça. Hein? Ouais. Ah, Vincent. Alors, Fred, oui. vous me devez déjà un repas par rapport à... Oui. Ça va lui coûter cher. Il y a l'année dernière, ça va finir en 2 étoiles. Là. Oui, mais justement, on va faire un truc groupé, un très très gros restaurant, Vincent. Merci. Ça va vous coûter très cher. Allez, merci Vincent. Bonne soirée. Merci beaucoup. Vous le savez, votre voix compte sur Sud Radio, vous les auditrices, vous les auditeurs. Alors vous restez à l'écoute et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans un instant, vous allez retrouver le tour de table de vos vraies voix et ça va déménager. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci vous les auditeurs de Sud Radio de nous accompagner pendant ces vraies voix. Et on vous a vendu la mèche tout à l'heure en vous disant que nous avions sans doute les 2 plus belles Formule 1 de l'été ce soir dans les vraies voix. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, et Aude Amadou, ancienne parlementaire, ancienne sportive de haut niveau. Le problème, c'est que maintenant pour eux, c'est l'heure de vérité, hein, Judith? Oui, tout à fait. C'est l'heure du tour de table des vraies voix. Et ouais. Pardon, je faisais des grands signes à Félix Mathieu. Et alors, tout va bien? Ça va a priori. Bon. Allez, c'est le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Alors Abel Boilly, c'est votre sujet, c'est la nomination scandaleuse au diocèse de Toulouse du prêtre Dominique Spina. Exactement, pour rappeler un petit historique peu glorieux, Dominique Spina, qui était prêtre au diocèse de Bayonne avant, a été condamné il y a 10 ans pour des viols sur mineurs qui se sont déroulés entre 1992 et 1994. Et là, on a appris, quand je dis on, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont engagées sur le sujet, qu'il a été promu au diocèse de Toulouse, avec la hiérarchie qui assure, entre guillemets, qu'il ne serait pas en contact avec les jeunes, parce qu'ils seraient dans des postes de bureau. Il faut quand même rappeler que les viols dans l'Église catholique depuis 1950, c'est 330 000 cas reportés, 216 000 enfants, et on sait qu'il y a beaucoup de victimes qui ne parleront jamais, et je le sais moi-même en tant qu'acteur de terrain et ayant rencontré des victimes et toujours rencontrant des victimes qui ne parleront jamais, c'est tout simplement scandaleux. Parce que lorsque vous travaillez sur le sujet de la pédocriminalité, qu'elle soit au sein de l'Église, qu'elle soit intrafamiliale ou extrafamiliale, je ne comprends pas comment l'Église catholique peut prendre aujourd'hui en France, dans le pays des droits de l'homme, la responsabilité de s'asseoir sur la souffrance de centaines de milliers de victimes de pédocriminalité. Vous avez l'archevêque de Toulouse qui parle de miséricorde. Oui, mais justifier bien sûr. Et puis Dieu aime tout le monde, et puis il n'y a que Dieu qui juge. Ça, c'est toujours la chose que ceux qui manipulent la parole de Dieu, tout en respectant le principe de la laïcité, aiment sortir, mais c'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Et je pense à tous ces pervers qui continuent de se balader. Je pense à tous ces pervers qui exploitent des filles mineures dans les réseaux de prostitution. On peut croire que ça n'a rien à voir. Je parle de la pédocriminalité de façon globale. Et l'Église catholique ne peut pas prendre une décision qui, aux yeux des victimes, est un signe de complicité envers la pédocriminalité en France. Aude Amadou, plus généralement sur le thème finalement de la dernière partie de l'intervention d'Abel, la pédocriminalité, nous avons l'impression qu'il y a des lobbies pédocriminels en France, avec, dans le monde de la politique, que vous connaissez bien, vous êtes une ancienne parlementaire, on a l'impression qu'il y a des lobbies très forts. Oui, il peut y en avoir, mais moi je voudrais revenir sur le sujet, parce que moi ce qui me pose vraiment interrogation sur ce cas qui peut paraître scandaleux, c'est que fait-on de notre justice? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on punit, on paye sa dette à la société et on doit être réinséré. Donc où est-ce que ça s'arrête? Moi, je suis très mal à l'aise et j'ai une pensée pour ces victimes. Mais notre justice, elle sert à quoi? Elle sert à ça, elle sert à réinsérer. Demain, c'est-à-dire que... ça peut être considéré comme... Il a payé sa dette. Voilà. Il a payé sa dette, il a été condamné. La castration chimique pour les pédophiles. Mais pourquoi pas? Mais moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est de... On est vraiment sur ces décisions. Donc tu trouves que cette nomination est normale? Non, moi je vais au plus large, c'est de dire aujourd'hui, dans notre société, ce qui pose vraiment un problème, c'est que quand on est condamné une fois, on est condamné à vie, on est condamné médiatiquement. Pour moi, t'évites le sujet. Pour le coup, là, tu évites le sujet, parce que là, on parle de la pédocriminalité, et et moi, je vais partager quelque chose de personnel. Moi, je suis une ancienne victime de ce fléau, tu vois. Et quand tu vois toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet, et c'est pour ça qu'aussi, je suis très engagé. Le message envoyé, il est catastrophique. Tu ne peux pas nommer. En plus, c'est pas n'importe. C'est un prêtre. C'est la personne qui est censée, entre guillemets, t'apporter la parole de
Dieu et tout, qui abuse d'un enfant. Et c'est intolérable. J'ai pas dit que c'était bien. À aucun moment, tu m'as je veux bien qu'il ait payé sa dette. À aucun moment, tu m'as entendu dire que c'était bien. J'ai pas dit que tu as dit ça, mais c'est-à-dire que il devrait pas être nommé. Tu vois le poisson en parlant de façon globale, quand on paye sa dette à la société. Je ne vois pas le poisson parce que c'est un vrai sujet. Ouais, mais le sujet de la pédocriminalité, qu'est-ce que l'on fait ? Je suis désolée, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû être nommé à ce poste ou pas ? Du coup, en sachant que c'est un pédocriminel. Mais il a payé sa dette. Moi, c'est là où je dis que je suis mal à l'aise. Ouais. On en fait quoi de cette personne alors? On les soigne pas. Qu'est-ce qu'on en fait de cette personne? Et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on en fait, Abel? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis contre cette nomination. Je crois que mon propos, il est clair. Vous êtes pour la castration chimique, par exemple, vous? Ah, franchement, ouais. Moi, oui, par exemple. Bien sûr. Oui, ça fait 2, oui. Est-ce qu'il pourrait être, à ce moment-là, renommé à ce poste-là? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je vais assumer que mon propos, il est sous le coup de l'émotion. J'ai tellement de rage contre les agresseurs sexuels, contre les violeurs d'enfants, que pour moi, je veux plus les voir dans la société. C'est clair. C'est peut-être égoïste de dire ça. C'est peut-être outrepassé. C'est peut-être outrepassé. Pas du tout. La réinsertion quand on a payé sa peine. Il faut aller au bout. C'est quoi la sanction? C'est surtout le problème. C'est quoi la sanction? Pourquoi est-ce que les anciennes victimes et les associations qui travaillent dessus ont autant la rage? Parce que c'est un fléau qui perdure. Parce que la France refuse de se regarder dans la glace en ce qui concerne le sujet de la pédocriminalité. Qu'est-ce qu'on fait pour sanctionner concrètement? Mais déjà, faut accepter. Moi, je suis pour la castration chimique, mais on sait que c'est pas à l'ordre du jour politiquement. Il faudrait pousser le projet Audamadou. Moi, je suis pour. C'est à moi d'apporter des solutions. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Alors, deuxième tour de table. Parole, vous la gardez, Aude. Vous allez nous parler de l'affaire Yamal et des discriminations. Alors, rappelez-nous ce que c'est, cette affaire de Lamine Yamal. Elle se déroule en Barcelonais. Le Barcelonais. C'est à peine majeur, au sommet. Il fête son anniversaire. Déjà 2 polémiques. 2 révélations et un malaise quand même qui est grandissant. C'est-à-dire qu'il fête son anniversaire, une célébration privée. 18 ans quand même. Faut avoir quand même un manque. Bon, moi je trouve que c'est un manque de maturité. Il loue les services. Voilà, ils sont vraiment salariés. Ils payent une prestation pour que ce soit des personnes de petite taille atteintes de nanisme qui font le spectacle, qui animent en fait sa soirée d'anniversaire. Moi, ça m'interroge. Mais il avait déjà été pris un temps avant sur le fait de faire venir à des soirées privées des femmes rémunérées. Alors, des prostituées, donc. Mais non, justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait ni de prostitution ni d'abus avérés, mais d'un marché du paraître. Donc en fait, il choisit, il a un catalogue, tu viens, 10 000 euros, 20 000 euros à 18 ans. Est-ce que je peux vous poser une question toute simple, Audamadou? Les femmes en question, elles viennent. Oui. Les personnes de petite taille en question, ils viennent. Oui. Ils sont payés pour la prestation. Oui. Il est où le problème? Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à un moment donné, on donne à ces personnalité, c'est la question qui se pose, c'est quelle responsabilité pour ces célébrités, ces leaderships de notre société auprès de nos jeunes, par rapport à la lutte contre les discriminations. Bon, alors il y a effectivement tout un tas d'associations en Espagne, Aude, qui critiquent cet anniversaire de la star du FC Barcelone. Bon, ça se fait beaucoup dans le monde du foot. Lamine Yamal n'est pas le premier à le faire. Il n'est pas le premier. Mais Abel Boilly, juste une question, et une réponse assez courte parce qu'on est un peu tenu par le temps, mais les personnes qui sont intervenues, alors on ne peut plus dire nains, donc de petite taille. Les personnes de petite taille. Bon, pourtant un nain, mais bref, donc les personnes de petite taille ont dit, mais nous on est super contents. On a pu travailler et je ne vois pas de quoi vous mêler sous prétexte qu'on est des personnes handicapées, on ne pourrait pas travailler comme les autres. Vous en pensez quoi? Mais c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que vous avez des personnes qui sont consentantes pour assumer des prestations et vous avez la question de la morale. On sait très bien que lorsque l'on regroupe des personnes de petite taille pour un concept assez particulier, ça ne glorifie pas la cause de la lutte contre les discriminations, bien au contraire, ça la nuit, c'est ça qui est problématique. Maintenant, où se trouve la morale? Si les personnes sont consentantes, malheureusement, laissons faire. On vous avait dit qu'on avait 2 formules. On s'appellera dorénavant Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Voilà, c'est joli. Ça apparaît même plus les nains, c'est Blanche-Neige tout court. Oui, voilà. Et ils sont bien, nos 2 vrais voix. On avait dit les 2 Formule 1, les 2 tours de table, mais on pouvait faire 2 heures. Je vous ai dit qu'ils allaient envoyer. Allez, le coup de projecteur, c'est dans un instant.
François Bayrou a tiré la sonnette d'alarme sur le niveau de la dette publique, désormais supérieur à 3 300 milliards d'euros, qualifiant le surendettement de malédiction. Pour réduire le déficit de 40 milliards d'euros en 2026, le gouvernement prévoit de freiner la progression des dépenses de santé, de ne remplacer qu'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite et de supprimer plusieurs agences jugées inefficaces. Nous sommes devenus accros à la dépense publique, a martelé le Premier ministre. Comment stopper le déficit tout en dépensant toujours plus pour l'armée, par exemple? François Bayrou propose 2 plans d'action. Le premier, stop à la dette. Et le deuxième, en avant la production. Il faudra se plier aux obligations de l'année blanche. Quelle est votre réaction sur toutes ces déclarations? Parmi ces déclarations, il en est une que nous vous suggérons. Êtes-vous d'accord avec la suppression des 2 jours fériés annoncés par François Bayrou? C'est le petit clin d'œil. On en débat bien sûr, mais on débat de l'ensemble dans un instant. Judith, avec notre grand témoin. Oui, on est avec Nicolas Corato, qui est président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Nicolas. Très heureux de vous retrouver cet été. Oui. Pareillement. Alors Nicolas, une question simple. Est-ce que le Premier ministre il peut maintenir ce plan d'économie ambitieux, y compris cette suppression des jours fériés et tout ce qu'on vient d'entendre, sans provoquer une opposition majeure à l'Assemblée? Parce qu'on voit déjà des réactions très fâchées, notamment du PS. Vous avez raison, la question elle est d'abord politique. Je vous rappelle, il y a 1 an seulement, nous votions tous, nos citoyens, nous avons voté pour une nouvelle Assemblée nationale et peut-être pour une nouvelle politique. Mais est-ce que nous avions voté pour ce plan d'austérité? C'est vraiment la question qui est au centre du débat. Qui sont les Français qui ont voté pour ce plan d'austérité? Et effectivement, aujourd'hui, les réponses à l'extrême droite comme à la gauche de M. Bayrou prouvent que manifestement, il n'y a pas de consensus politique. Et donc, ça n'est pas une crise budgétaire, ça n'est pas une crise économique, c'est d'abord une crise de régime à laquelle nous nous apprêtons de vivre. Crise politique, donc. Bon, on va donc revenir sur ce débat qui s'annonce passionnant. Juste pour vous dire, c'est incroyable, hein, le nombre de réactions, ça bat tous les records sur le compte X de Sud Radio. Vous êtes très nombreux à répondre, j'ai jamais vu ça. Et vous dites non, pas de suppression de jours fériés à 94%. Si jamais vous dites oui, vous nous le dites et ça va faire exploser le compteur. Allez, voilà, vous pouvez voter sur X évidemment et puis nous appeler au 0826 300 300 pour donner votre avis sur ce débat. Aude vous attend au standard et puis nous on vous attend ici et on revient. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est le moment tant attendu de l'émission, l'heure du coup de projecteur avec nos 2 vraies voix, Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, et Aude Amadou, ancienne sportive et parlementaire, Judith. Oui, c'est le coup de projecteur des vraies voix du coup. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors que la dette publique française dépasse les 3 300 milliards d'euros, François Bayrou a qualifié ce surendettement de malédiction qui n'a pas d'issue, insistant sur l'urgence de redresser les finances du pays. Pour ramener le déficit de 40 milliards d'euros, le gouvernement prévoit un ensemble de mesures d'économie dans le projet de budget 2026. Parmi les annonces phares, un effort de 5 milliards d'euros sur les dépenses de santé, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, ainsi que la suppression d'agences publiques jugées peu performantes, sans oublier évidemment la suppression de quelques jours fériés. Une société foncière sera également créée pour mieux gérer et rentabiliser le patrimoine immobilier de l'État. Nous sommes le pays du monde qui mobilise le plus d'argent public et pourtant les Français sont de plus en plus mécontents de leurs services publics. Voici quelques phrases par-ci par-là du Premier ministre qui alerte et qui tranche. Il dit stop à la dette sur une durée de 4 ans. Pour cela, tout le monde participe à l'effort de stabilisation et de baisse de la dépense publique. Il dit en avant la production. Les entreprises sont encouragées dans leur démarche. Nous vous posons la question sur le compte X. Parmi toutes ces mesures, une a retenu notre attention et la vôtre aussi. Êtes-vous d'accord avec la suppression des 2 jours fériés avancés par François Bayrou? Vous dites non à 94%. Et un petit son d'ailleurs de notre Premier ministre. À l'écoute tout de suite sur Sud Radio. Pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore, je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé, et qui est
en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Eh bien voilà, vous venez d'entendre François Bayrou sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Nicolas Corato, qui est président fondateur du think tank Place de la République. Cette idée de suppression des jours fériés, on a bien vu que nos auditeurs réagissent très mal sur notre question du compte X. Ils sont absolument contre. On entend aussi beaucoup de voix s'élever du type la CGT. On voit le PS aussi qui s'excite un petit peu. Bon, ça va être une mesure qui va être extrêmement contredite et surtout décriée, je pense, dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense surtout qu'il ne faut pas retenir que cette annonce. Alors, mais effectivement, elle est très médiatique, elle est très communicante, mais elle l'est peut-être un peu trop. Elle est peut-être d'ailleurs si communicante qu'elle reviendrait à oublier le reste des annonces du Premier ministre. Parce que finalement, il nous propose de supprimer 2 jours fériés, on aboutira à 1 et peut-être à 0,5 comme le lundi de Pentecôte, mais il reste tout le reste. Tout le reste, c'est quand même l'annonce d'une politique d'austérité majeure comme le pays n'en a pas connu depuis 30 ou 40 ans. Le reste surtout, et c'est je crois un sujet que nous devons regarder ensemble en tant que citoyens attentivement, le reste quand même manque d'explications pédagogiques. Je rappelais que nous avions voté il y a 1 an, la question du budget et de la dette publique n'était pas dans le débat électoral après la dissolution décidée par le président de la République. Le président de la République n'a pas dissous parce que les finances publiques étaient dans un état déplorable. Il a dissous pour plein d'autres raisons qu'il lui reste d'expliciter, mais certainement pas celle-là. Et je trouve qu'il manque une introduction à l'annonce du plan d'austérité de M. Bayrou. C'est comment nous en sommes arrivés là. Comment, et les Français ont le droit de savoir. Alors, il y a la guerre, il y a le Covid, il y a tout ça aussi. Hein, le quoi qu'il en est. Frédéric, est-ce qu'on vous a donné une explication rationnelle? Non. On vous explique pourquoi est-ce qu'en 2024, en avril 2024, le ministère des Finances communique sur le fait que la dette publique est en train d'être maîtrisée et que subitement, en septembre 2024, M. Barnier, qui prend les commandes du nouveau gouvernement, nous explique que les finances publiques sont au bord de la faillite et que notre État est au bord de la faillite. Il y a, je pense, si on veut que les Français participent à l'effort, qui est nécessairement quelque chose d'obligatoire, peut-être, et on peut en discuter, il faut qu'on puisse expliquer, et il faut que les responsabilités soient mises sur la table préalablement. Bon, parce que alors si c'est le cœur du problème, Nicolas. Dans cet état-là qui le remède, vous comprenez bien qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Et les Français vous ne connaissez pas aux remèdes qui nous sont proposés. Vous connaissez mieux que personne le principe de l'émission. On fait tourner, on revient à vous. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Abel Bouilly, d'accord avec ce que vient de dire Nicolas? Je suis d'accord, d'autant plus qu'avec Aude, on parlait du manque de pédagogie justement. Moi, il y a une autre chose qui m'a un petit peu agacé dans son introduction. Il a fait une introduction de géopolitique internationale pour expliquer justement le problème du déficit. Pour ça que j'ai dit la guerre. Oui, mais c'est-à-dire, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même étonné parce que je suis très intéressé à ce qui se passe sur la Terre quand même. Il a dit qu'en gros, maintenant, la guerre est partout. Maintenant. Donc tous les conflits en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on s'en fout, ce sont des sous-peuples, il n'y avait rien avant et il n'y a que maintenant que la guerre est arrivée, donc faisons des économies. Donc déjà il y a un problème. Bon, à la porte de l'Europe, à l'Ukraine. Oui, mais il n'y a même pas que ça. Et maintenant, effectivement, quand on annonce un plan d'austérité aussi important, il faut que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre. Moi je suis sûr que si on demande à nos proches, beaucoup de gens n'ont rien compris en réalité. Et en plus il y a ce côté avec une communication très anxiogène, il peut y avoir une situation critique, mais on a besoin de voir des personnes qui portent une vision, ou même si on rentre dans un processus d'effort collectif, on va vers un avenir radieux en fait, où on se dit ok, on va sauver la France tous ensemble. Aujourd'hui on a l'impression de s'enfoncer vers un abysse qui ne s'arrêtera jamais, c'est vraiment dramatique en termes de com. Alors il y a un truc moi qui me marque particulièrement, c'est un effort sur les dépenses de la sécurité sociale qui augmentera de 10 milliards d'euros en 2026. Il nous parle du fait que les Français consomment 2 fois plus d'antibiotiques qu'en Allemagne, et que dès 2026, les médicaments sans lien avec l'affection déclarée ne seront plus forcément remboursés, sans oublier que les arrêts maladie sont dans le viseur du gouvernement. Alors on entend tout ça, mais quand on voit l'état de la santé dans notre pays, on se demande si finalement l'argent en question, il ne faudrait pas qu'il soit redirigé sur les hôpitaux et sur notre système en global. Il y a un vrai sujet au global, c'est-à-dire que pour trouver une solution, il faut avoir un constat de départ. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'accorder en toute honnêteté, nos politiques sur un constat de départ. Enfin, c'est l'avenir de notre pays. Donc là, premièrement, c'est un vrai problème. Effectivement, la santé. Moi, j'avais discuté avec beaucoup de professionnels de la santé qui avaient au moins cette honnêteté de dire, nous, ce qui nous a mis un petit peu dedans, je suis pas une spécialiste, je rapporte, c'était déjà les 35 heures.
Les 35 heures ont déstabilisé notre système hospitalier. Après, il y a eu également le fait qu'il y a beaucoup d'administratifs dans nos hôpitaux et qu'on manque de personnel, on va dire, de terrain. Donc, effectivement, il faut avoir de la vision dans tout ce qu'on va entreprendre. Mais aujourd'hui, en fait, c'est le concours, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est le concours Lépine de la coupe budgétaire. C'est-à-dire qu'on va dire, on va prendre là, on va prendre... Et il va pas y avoir de sens. Il faut vraiment avoir une vision au global. Et aujourd'hui, c'est la liste de courses. On vous dit, bon, voilà, on va enlever là, mais pour faire quoi? Pour aller où? Parce que si c'est pour juste résorber un déficit, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas très ambitieux. Par contre, si demain on me dit, on résorbe la dette parce qu'il nous a mis à horizon de 2029, mais après 2029, voilà vers quoi on va s'orienter. Et là, pour le coup, il y a un challenge. Là, il y a rien. Alors, on se réserve un petit peu de temps avec Judith. On voulait vous tester sur l'histoire des 2 jours de congé. Mais juste une question rapide, Nicolas Corato, parce que l'expert politologue que vous êtes, quand même, le stop à la dette et le en avant la production. Tout à l'heure, on a fait un petit clin d'œil avec le décès du regretté Thierry Ardisson, qui est un publicitaire magnifique. Ça sent quand même la publicité, la punchline, quoi. Ouais. Ça a été porté. Ça vous semble percutant ou pas, Nicolas? Mais ce sont 2 slogans qui disent une seule chose, c'est qu'on continue la même logique avec le même logiciel économique et financier que depuis 2017. Exactement. On continue la politique de l'offre, on continue de soutenir les entreprises de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans poser de conditions à la subvention publique. D'ailleurs, il n'y a pas une seule annonce où le Premier ministre, ne serait-ce que de dire on va désormais conditionner ou mieux contrôler les aides publiques aux entreprises. 211 milliards en 2023. Il n'en est absolument pas question. Et donc, on est sur finalement des slogans qui permettent de dire et qui résument une seule chose, c'est que c'est sur les Français et sur les Français les plus modestes que va porter l'effort. Je rappelle que on dit souvent que les services publics, c'est le patrimoine des Français qui n'en ont pas et que effectivement, quand vous êtes aujourd'hui un citoyen avec une affection de longue durée, on va vous dire que certains médicaments vont être déremboursés, vous aurez moins accès à certains services publics, on va supprimer des agences et des emplois publics, mais derrière ces agences et des emplois publics, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas que des gens qui se la coulent douce, il y a aussi un service qui est rendu à la population qui a besoin justement d'être aidée. Et donc manifestement, ce que nous propose ce Premier ministre, c'est une cure d'austérité qui n'est pas partagée entre toutes les forces de ce pays, qui est concentrée sur les particuliers, sur les personnes physiques, et malheureusement, on peut le craindre peut-être sur les plus précaires d'entre nous. Alors pour finir ce débat, parce qu'on va se faire plaisir un petit peu. On joue quoi. Voilà, on joue. Quel jour férié vous voulez supprimer? Alors vous, au Damadou, c'est lequel? Alors moi, c'est le 1er mai. On fête le travail, on fête le travail et on ne travaille pas. Voilà. Bon, mais un seul jour ou 2? Vous savez, à un moment donné, on n'est plus à ça après. Je crois que les Français, là, ils sont dans l'émotion. Ils réagissent, en fait, là, sur les 2 jours fériés. Moi, je reviens à ce qui a été dit, C'est juste, on va focaliser sur les 2 jours fériés, on va oublier le reste. C'est la petite déviation. On l'a dit, mais là, juste, on joue. Allez. Moi, je vais répondre de façon provocante, je préfère le dire, et je ne pense pas ce que je vais dire. Puisque le lundi de Pâques, ça n'a aucune signification, le 8 mai, on s'en fout, donc on s'assoit sur tous les symboles, supprimons le 25 décembre, puisque dans le calendrier hébraïque, Jésus n'est jamais né le 25 décembre, et que le 25 décembre, à la base, était une fête païenne de l'Antiquité romaine. Allons dans ce sens. Désacralisons tout, et puis voilà. Nicolas, alors on rappelle, il veut supprimer le lundi de Pâques parce que ça n'a aucune signification, c'est le dimanche que c'est Pâques, et le 8 mai parce qu'il y a le gruyère du mois de mai. Nicolas. Oui, et on oubliera d'ailleurs les anciens combattants qui sont morts pour notre pays et pour la paix en Europe et qu'on commémore le 8 mai. Mais en passant, et moi je souscris, je ne me relancerai pas non plus dans ce petit jeu, mais comme il faut jouer, vous avez dit Frédéric, oui. Et puis tout le monde doit contribuer au travail. Moi j'ai une proposition, par exemple, que le Parlement, au lieu de se réunir en session ordinaire à partir du 1er octobre, se réunisse comme les Français dès la rentrée, dès le 1er septembre. Voilà. Alors là, je valide la session extraordinaire. Je crois qu'on valide tous. Allez, merci Nicolas. Et on se voit bientôt dans la vraie voie. On se voit bientôt dans les vraies voies, Nicolas. Nicolas Corato, je rappelle que vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Effectivement, on se retrouve très bientôt dans les vraies voies de l'été. Et puis on était aujourd'hui avec Aude Amadou, ancienne sportive de haut niveau et puis ancienne députée. Oui. Et puis on était avec Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis. Voilà, merci.
Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Vous restez bien avec nous parce que dans un instant, notre Judith Belair vous donne son rendez-vous du mardi consacré aux femmes, les vraies voix. Des femmes puissantes avec notamment Micheline Pelletier-Decaux, co-reporter qui a connu... Grand reporter. Ah oui, je vous ai fait GRD, oui, d'accord. Okay. Écrivez mieux la prochaine fois. Et elle a connu Simone Veil, entre autres. Hein. Elle a pris en photo Simone Veil, Françoise Giroud. Elle va nous parler de toutes ces femmes puissantes qu'elle est elle-même, hein, évidemment, et qui ont contribué à la grandeur de notre République. C'est tout de suite, juste après les chroniques, les incontournables. La chronique, les incontournables de l'immobilier de Thomas Binet. Bise, à tout de suite.